Avez-vous déjà pensé qu'un simple geste, répété en silence pendant des années, pouvait cacher un chagrin plus profond qu'un cri? En 1933, dans un petit village de Normandie, un homme d'apparence ordinaire descendait chaque nuit de pleine lune dans son jardin pour enterrer une bouteille de verre. Personne ne comprenait ce qu'il faisait. Certains disaient qu'il était devenu fou après la mort de sa fille. D'autres pensaient qu'il préparait un rituel secret. Mais des années plus tard, une vieille photographie retrouvée dans un tiroir poussiéreux allait révéler une vérité bouleversante. Une vérité que le temps lui-même avait tenté d'effacer. Restez avec moi, car aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire dramatisée, inspirée de faits réels, qui prouve que l'amour peut survivre même au silence et au chagrin. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous aide à faire revivre ces récits oubliés, porteurs de mémoire et de vie. Cette photographie a été retrouvée dans une vieille maison de Normandie en 1946, cachée au fond d'un tiroir que personne n'avait ouvert depuis des années. Elle montre un couple debout dans un jardin, figé dans le temps de 1933. L'homme porte un paletot sombre, le regard perdu quelque part au-delà de l'objectif. La femme, les mains posées sur son tablier, semble regarder vers le puits de pierre qui se devine à droite. Mais ce n'est pas le couple qui intrigue. C'est ce détail, dans le coin inférieur gauche de l'image, presque invisible si on ne cherche pas, une petite bouteille de verre transparent, à moitié enterrée dans la terre, qui reflète la lumière de la lune. Une bouteille que personne n'aurait dû remarquer, et qui pourtant change tout, parce que cette bouteille n'était pas la seule. Le photographe ambulant qui a immortalisé ce moment, Maurice Boulin, a noté dans son registre professionnel quelque chose d'étrange ce jour-là. L'homme évitait de regarder la caméra, comme si être photographié lui faisait mal. Mais Maurice ne pouvait pas savoir ce que tout le village d'Étretat murmurait depuis des années. Que chaque nuit de pleine lune, Louis Vernet, 45 ans, quartier de profession, descendait dans ce même jardin pour enterrer une bouteille identique, toujours au même endroit, toujours en silence. Les voisins se moquaient, disant qu'il nourrissait le sol avec du vin fantôme. Sa femme Claire, elle, ne disait rien. Elle faisait semblant de ne pas voir. Mais regardez bien ses mains sur la photographie. Elles ne sont pas détendues. Elles agrippent le tissu du tablier comme si elles s'accrochaient à quelque chose qui pourrait s'envoler. Parce que Claire savait que ce rituel de son mari n'était pas une folie ordinaire. C'était quelque chose de plus profond, de plus douloureux. Quelque chose qu'elle ne voulait pas comprendre, parce que comprendre signifierait rouvrir une blessure qu'elle avait passé des années à essayer d'oublier. Le jour où Maurice Boulin est arrivé à Étretat avec sa caméra, proposant des portraits à l'américaine pour quelques francs, personne ne pensait que Louis accepterait. Cet homme ne parlait presque plus depuis des années. Les registres du bureau de poste mentionnent qu'il était un employé ponctuel mais distant, accomplissant ses tâches de distribution du courrier sans jamais sourire, sans jamais échanger plus que le strict nécessaire. Pourtant, ce jour-là, quand Maurice a frappé à sa porte, Louis a dit oui, comme si une partie de lui voulait être vue, être témoin, être rappelé. Claire a accepté de poser avec lui, mais elle ne l'a pas regardé une seule fois pendant la préparation. Ils se sont tenus côte à côte comme deux étrangers polis, dans ce jardin qui portait un secret que seul Louis comprenait vraiment. Et quand Maurice a appuyé sur le déclencheur, capturant ce moment figé dans l'argentique, il a aussi capturé, sans le savoir, la preuve d'un amour transformé en rituel, d'un chagrin devenu obsession. Cette bouteille dans le coin de l'image n'était pas un accident, c'était un message. Mais pour comprendre ce message, il faut remonter 13 ans en arrière, avant que Louis ne devienne cet homme silencieux qui creusait la terre sous les étoiles. Avant que Claire ne transforme sa douleur en colère froide. Avant que leur mariage ne devienne un cimetière de mots non dits. Il faut revenir en 1920, l'année où tout s'est brisé. L'année où leur fille unique, Hélène, 4 ans à peine, est morte dans son lit d'une coqueluche foudroyante, pendant que son père était parti chercher des médicaments à Rouen. L'année où Louis est rentré pour découvrir que l'enfant qu'il aimait plus que sa propre vie
avait été enterré sans qu'il puisse lui dire au revoir. Le médecin rural d'Étretat, le docteur Lefebvre, a consigné dans ses registres que l'hiver 1920 avait été particulièrement cruel. 3 enfants du village sont morts de coqueluche en l'espace de quelques semaines. Hélène Vernet a été la 2e. Sa dernière annotation médicale disait « Isolement nécessaire, pronostic réservé ». Elle est décédée à 4 heures du matin, le 12 février, alors que la lune était pleine et que les vagues du canal de la Manche frappaient les falaises avec une violence inhabituelle. Claire était seule avec elle. Louis était sur la route, quelque part entre Rouen et Étretat, tenant dans ses mains un flacon de sirop que le pharmacien lui avait assuré pouvoir sauver sa fille. Quand il est arrivé, le cercueil était déjà fermé. Claire, effondrée, avait supplié le curé de procéder rapidement à l'enterrement. Elle ne supportait plus de voir le petit corps dans la maison. Elle voulait que tout soit fini. Le cimetière municipal garde encore trace de ce jour dans ses archives. Hélène Vernet, section infantile, lot 47. Louis n'a pas pu la voir une dernière fois. Il n'a pas pu toucher ses cheveux, embrasser son front, lui murmurer qu'il l'aimait. Claire lui a dit, les yeux vides, « Laisse-la dormir en paix. Ne va pas au cimetière. N'y va jamais. » Et Louis a obéi, parce qu'il pensait que c'était ce qu'un bon mari devait faire, parce qu'il croyait que respecter la douleur de Claire effacerait la sienne. Mais la douleur ne s'efface pas. Elle se transforme. Elle se cache. Elle attend le bon moment pour ressurgir sous une forme que personne ne reconnaît. Pour Louis, ce moment est venu 6 mois plus tard, un jour ordinaire de juillet, alors qu'il nettoyait le grenier et qu'il est tombé sur une vieille photographie. Une photographie de 1919. Hélène, 3 ans, assise sur les marches de la maison, souriant à l'objectif avec cette innocence absolue que seuls les enfants possèdent. Dans ses petites mains, elle tient une bouteille transparente remplie de coquillages et de petits cailloux ramassés sur la plage. Et au dos de la photo, griffonnée au crayon de mine dans une écriture enfantine maladroite, ces mots qui allaient hanter Louis jusqu'à sa mort. Pour quand la mère sera triste. Pour quand la mère sera triste. Louis a relu cette phrase pendant des heures, assis sur le plancher poussiéreux du grenier, la photographie tremblant entre ses doigts. Il ne se souvenait pas de ce jour précis. Les souvenirs heureux avec Hélène se mélangeaient tous ensemble, formant une masse floue de rire et de cheveux blonds qui lui échappaient maintenant. Mais cette phrase, écrite de la main de sa fille qui apprenait à peine à former ses lettres, cette phrase était nette comme une lame. Hélène adorait la plage. Ils y allaient ensemble le dimanche quand Louis ne travaillait pas à la poste. Elle ramassait des coquillages, des morceaux de verre polis par les vagues, des cailloux qu'elle trouvait magiques. Elle les mettait dans des bouteilles vides que Claire récupérait de la cuisine. Hélène disait que c'était des trésors pour les jours tristes, que quand quelqu'un serait malheureux, il pourrait ouvrir la bouteille et se rappeler que la mer existait, que les vagues continuaient de venir et de repartir, inlassables. Une sagesse étrange pour une enfant de 3 ans. Louis n'y avait pas prêté attention à l'époque. Maintenant, cette sagesse le brûlait, parce que la mer avait pris beaucoup à Louis Vernet. En 1911, quand il avait 23 ans et travaillait encore comme pêcheur, une tempête avait emporté son père et son frère aîné dans le canal de la Manche. Leurs corps n'avaient jamais été retrouvés. Louis avait abandonné le métier, incapable de regarder l'océan sans voir leur visage. Il était devenu cartier, un travail de terre ferme, un travail où personne ne se noyait. Il avait épousé Claire en 1914, juste avant que la guerre n'éclate. Ils avaient tué Hélène en 1916, en plein conflit, un miracle de vie au milieu du chaos. Pendant 4 ans, Louis avait cru que le pire était derrière lui, que la mer avait pris sa part et le laisserait tranquille désormais. Il s'était trompé. La mer n'avait pas fini. Elle avait juste attendu. Et quand elle avait repris, elle avait pris ce qu'il aimait le plus au monde. Pas directement, bien sûr. Hélène n'était pas morte noyée. Mais Louis, dans sa douleur déformée, voyait les choses autrement. Le docteur Lefebvre avait dit que la coqueluche se propageait avec l'humidité, que le vent marin qui soufflait constamment sur Étretat aggravait les infections pulmonaires.
Louis s'était convaincu que c'était la mère qui avait tué sa fille. Que si elle était née ailleurs, loin des vagues et du sel, elle aurait vécu. Alors, un soir de pleine lune, en septembre 1920, 6 mois après l'enterrement, Louis a pris une bouteille vide dans la cuisine. Il est descendu sur la plage déserte, dans l'obscurité froide de l'automne normand. Il a rempli la bouteille de sable. Pas de coquillages, pas de cailloux, juste du sable ordinaire, gris et humide. Puis il est remonté au jardin, près du vieux puits de pierre, et il a creusé un trou avec ses mains nues. Il a enterré la bouteille là, dans la terre qui ne connaissait pas les marées, dans la terre qui gardait les choses au lieu de les emporter. Il ne savait pas vraiment pourquoi il faisait ça. C'était instinctif, irrationnel, une tentative désespérée de reprendre ce que la mer lui avait volé. Comme si enterrer le sable signifiait capturer l'océan, le forcer à rester immobile, à ne plus rien prendre. Comme si chaque bouteille était une petite victoire contre les vagues qui avaient noyé son père, son frère, et qui avaient, dans son esprit brisé, tué sa fille aussi. Claire l'a vue cette première nuit. Elle était à la fenêtre de la chambre, incapable de dormir comme toujours depuis février. Elle a regardé son mari creuser dans le jardin comme un fou, les mains pleines de terre, le visage caché par l'ombre. Elle aurait dû descendre, lui parler, lui demander ce qu'il faisait. Mais elle n'en avait pas la force. Elle avait à peine la force de respirer. Alors elle a fermé les rideaux et s'est recouchée, le dos tourné vers le côté vide du lit où Louis finirait par revenir. Le mois suivant, à la prochaine pleine lune, Louis a recommencé, puis encore le mois d'après. Et celui d'après encore. Ça devenait un rituel, quelque chose qu'il ne pouvait plus arrêter même s'il le voulait. Les voisins ont commencé à remarquer. Madame Rousseau, qui habitait la maison voisine, racontait à qui voulait l'entendre que le quartier Vernet avait perdu la tête depuis la mort de sa fille, qu'il parlait à la terre la nuit, qu'il murmurait des choses incompréhensibles. Les gens d'Étretat étaient compatissants, mais aussi mal à l'aise. Le deuil était normal. Ce que faisait Louis ne l'était pas. Au bureau de poste, ses collègues remarquaient aussi le changement. Louis avait toujours été un homme sérieux, mais maintenant il était absent. Il distribuait le courrier en silence, ne répondait plus aux salutations, oubliait parfois des lettres dans sa sacoche. En 1934, un rapport de supervision mentionnait qu'il était un employé ponctuel, mais sans enthousiasme, accomplissant son travail comme un automate. Personne ne l'a licencié, par respect pour son deuil, mais personne ne lui parlait vraiment non plus. Et Claire qui dormait à côté de lui chaque nuit mais ne le touchait plus. Claire qui cuisinait ses repas préférés par habitude, parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Claire qui repassait son uniforme de quartier avec un soin méticuleux, pliant les chemises exactement comme il les aimait. Claire qui le détestait un peu plus chaque mois parce qu'il refusait de parler d'Hélène, parce qu'il gardait sa douleur pour lui et ses bouteilles stupides, parce qu'il l'avait abandonnée émotionnellement le jour où leur fille était morte. Mais Louis ne pouvait pas parler. Les hommes de son époque ne parlaient pas de leurs émotions. Ils les enterraient. Littéralement, dans son cas. Chaque bouteille était un mot qu'il ne prononcerait jamais. Chaque poignée de sable était une larme qu'il ne verserait pas. Il pensait qu'il protégeait Claire en gardant sa douleur pour lui. Il ne comprenait pas qu'il la noyait dans le silence. Les années ont passé dans un silence pesant. 1921, 1922, 1923. Chaque mois, la pleine lune revenait. Chaque mois, Louis descendait dans le jardin avec sa bouteille remplie de sable. Et chaque mois, Claire faisait semblant de dormir pendant qu'il accomplissait son rituel incompréhensible. Ils vivaient ensemble comme deux fantômes partageant la même maison, se croisant dans les couloirs sans vraiment se voir. Le matin, Claire préparait le café. Louis le buvait debout, près de la fenêtre, regardant le jardin où ses secrets étaient enterrés. Elle posait son déjeuner sur la table. Il disait merci d'une voix neutre. Elle répondait de rien de la même manière. Puis il partait pour la poste avec sa sacoche en cuir usé, marchant dans les rues d'Étretat, où tout le monde le connaissait, mais où personne ne lui parlait vraiment plus. Les gens le saluaient par politesse. Il répondait par un hochement de tête. Rien de plus. À la table du dîner, le silence était encore plus lourd.
Claire servait la soupe. Louis mangeait lentement, les yeux fixés sur son assiette. Le seul bruit était celui des cuillères contre la porcelaine, un son métallique qui résonnait dans la cuisine comme un reproche. Parfois, Claire ouvrait la bouche, sur le point de dire quelque chose. Demander pourquoi il faisait ça. Demander s'il pensait encore à Hélène. Demander s'il se souvenait qu'elle existait, elle aussi, qu'elle souffrait tout autant. Mais les mots restaient coincés dans sa gorge, et Louis ne levait jamais les yeux. La nuit, ils dormaient dans le même lit, mais il aurait pu y avoir un océan entre eux. Claire se couchait en premier, tournée vers le mur. Louis arrivait plus tard, après avoir vérifié que toutes les portes étaient fermées, que les volets étaient bien tirés. Il se glissait sous les draps sans faire de bruit, restant au bord extrême du matelas. Leurs corps ne se touchaient jamais. Même en hiver, quand le froid de la Normandie s'infiltrait dans la maison et que le simple bon sens aurait voulu qu'ils se rapprochent pour se réchauffer, ils restaient séparés. Comme si la chaleur humaine était devenue interdite entre eux. Il y avait un chat. Un petit chat orange que Claire avait trouvé abandonné près du marché en 1925. Elle l'avait ramené à la maison sans demander l'avis de Louis. Il n'avait rien dit. Le chat était devenu la seule chose qui les reliait encore. Le matin, Claire lui donnait du lait. Le soir, Louis lui donnait les restes de poisson. C'était leur unique conversation. « Il a faim », disait Claire. « Oui », répondait Louis. Et c'était tout. Les voisins parlaient, évidemment. Dans une petite ville comme Étretat, tout le monde savait tout. Madame Rousseau, qui habitait juste à côté, laissait parfois du pain frais sur le pas de leur porte, les matins où elle sentait que quelque chose n'allait pas. Elle ne posait jamais de questions. Elle savait que certaines douleurs ne se guérissent pas avec des mots. Le curé de la paroisse, qui avait béni Hélène lors de son baptême en 1916 et qui l'avait enterrée 4 ans plus tard, croisait souvent Louis dans les rues. Il ne tentait plus de lui parler de Dieu ou de pardon. Il se contentait d'un signe de tête respectueux. Louis répondait de la même manière. Les enfants du village continuaient de jouer sur la plage, construisant des châteaux de sable que les vagues détruisaient, riant quand l'eau froide touchait leurs pieds nus. Claire les entendait parfois depuis la cuisine. Ces rires lui transpercèrent le cœur. Elle devait s'asseoir et respirer profondément jusqu'à ce que la douleur passe. Louis, lui, évitait la plage complètement. Il prenait des chemins détournés pour ses livraisons de courrier, même si ça rallongeait son trajet. Il ne voulait plus voir la mer. Il ne voulait plus entendre les vagues. Mais on ne peut pas échapper à la mer quand on vit à Étretat. Elle est partout. Dans l'air salé, dans le cri des mouettes, dans le bruit constant du ressac qui ne s'arrête jamais. En 1930, 10 ans après la mort d'Hélène, quelque chose a changé en Claire. Elle s'est regardée dans le miroir un matin et n'a pas reconnu la femme qu'elle voyait. À 40 ans, elle en paraissait 60. Ses cheveux avaient blanchi prématurément. Son visage était creusé par le chagrin et la colère rentrée. Ses mains tremblaient constamment, comme celles d'une vieille femme. Les gens du village chuchotaient que le deuil l'avait consumée, que la tristesse l'avait vieilli de 20 ans. Ils avaient raison. Cette nuit-là, pour la première fois en 10 ans, Claire a essayé de parler à Louis. Il était assis dans le fauteuil du salon, près du feu mourant, un livre ouvert sur ses genoux qu'il ne lisait pas vraiment. Elle s'est assise en face de lui. Elle a ouvert la bouche. Les mots sont presque sortis. « Pourquoi les bouteilles, Louis ? Pourquoi tu ne me parles jamais ? Pourquoi tu m'as abandonné ?» Mais quand elle a vu son visage, ce visage fermé, ce visage de pierre qui ne laissait rien transparaître, elle a compris que c'était inutile. Il ne répondrait pas. Il ne pouvait pas. Alors elle s'est levée et est montée se coucher, comme tous les autres soirs. Puis 1933 est arrivé. Une année qui semblait identique aux autres. Louis avait 45 ans maintenant. Claire 43. Ils habitaient toujours la même maison. Louis enterrait toujours ses bouteilles. 156 bouteilles jusqu'à présent. Une pour chaque pleine lune depuis septembre 1920. Le jardin était devenu un cimetière silencieux de douleurs fossilisées. Et personne, pas même Claire, ne savait exactement combien il y en avait là-dessous.
C'est en juillet de cette année-là que Maurice Boulin est arrivé à Étretat, un photographe ambulant qui proposait des portraits de famille à l'américaine, avec un décor naturel, dans le jardin ou devant la maison. Il frappait aux portes, montrait des exemples de son travail, parlait avec enthousiasme de l'importance de capturer les moments avant qu'ils ne disparaissent. La plupart des gens d'Étretat trouvaient ça frivole. Se faire photographier coûtait cher, c'était un luxe inutile. Mais quand Maurice a frappé chez les Vernettes, Louis a ouvert la porte et, à la surprise de Claire qui écoutait depuis la cuisine, il a dit oui. Il voulait la photographie. Claire n'a pas compris pourquoi. Louis n'expliquait jamais rien. Mais quelque chose dans le regard de son mari ce jour-là lui a fait peur. C'était le regard de quelqu'un qui veut laisser une trace. Le regard de quelqu'un qui sait que le temps lui est compté. Maurice est revenu 2 jours plus tard, en fin d'après-midi, quand la lumière était parfaite. Il a installé son équipement dans le jardin. Il a demandé au couple de se tenir debout, côte à côte, naturel. Louis a enfilé son meilleur paletot, celui qu'il réservait pour les occasions importantes. Claire a mis son tablier propre, celui brodé par sa mère des années auparavant. Ils se sont placés comme Maurice le demandait. Louis regardait au loin, incapable de fixer l'objectif. Claire avait les mains crispées sur son tablier. Maurice a trouvé ça étrange, mais il n'a rien dit. Il a noté plus tard dans son registre professionnel que cet homme semblait porter un fardeau invisible. Et quand Maurice a appuyé sur le déclencheur, capturant l'image qui allait traverser le temps, il a aussi capturé, sans le savoir, la bouteille. Celle que Louis avait enterrée la veille, la 157e. Visible dans le coin inférieur de la photographie, reflétant la lumière déclinante du jour. Un détail que personne ne remarquerait pendant des années. Un détail qui contenait toute l'histoire d'un homme qui ne savait pas comment dire au revoir. Le 19 mai 1940, Louis Vernet est mort à Rouen pendant un bombardement aérien. Il livrait le courrier comme tous les jours, fidèle à son devoir de quartier même en temps de guerre. Les archives municipales de Rouen conservent son nom sur la liste des civils tués ce jour-là. 52 ans, mort en service. Claire a reçu la nouvelle 3 jours plus tard, par un télégramme officiel que le nouveau quartier d'Étretat lui a remis les larmes aux yeux. Elle n'a pas pleuré. Pas tout de suite. Elle a lu le télégramme 2 fois, 3 fois, comme si les mots pouvaient changer de sens si elle les relisait suffisamment. Puis elle l'a plié soigneusement, l'a mis dans le tiroir de la cuisine et a continué à préparer le dîner. Parce que c'était ce qu'elle faisait tous les soirs, et elle ne savait pas comment arrêter. Ce n'est que la nuit, seule dans le lit qu'ils avaient partagé pendant 26 ans sans jamais vraiment se toucher, que Claire a enfin pleuré. Pas sur Louis vivant, l'homme distant qu'il avait abandonné émotionnellement depuis 1920, mais sur l'homme qu'il avait été avant. Celui qui lui souriait quand il s'était marié en 1914. Celui qui avait tenu Hélène dans ses bras le jour de sa naissance en 1916, les yeux brillants de larmes de joie. Celui qui avait promis de la protéger toujours. Elle pleurait sur les années perdues, sur les conversations qui n'avaient jamais eu lieu, sur la distance qu'elle n'avait jamais su franchir. L'enterrement a été simple. Quelques voisins sont venus, par respect. Madame Rousseau a apporté des fleurs du jardin. Le curé a dit les mots habituels sur la poussière et les cendres. Louis a été enterré dans le cimetière municipal d'Étretat, pas très loin du lot 47 où Hélène reposait depuis 20 ans. Claire n'a pas fait mettre de pierre tombale élaborée. Juste un nom et 2 dates. Louis Vernet, 1888-1940. Rien d'autre. Les années de guerre qui ont suivi ont été difficiles pour tout le monde. Mais pour Claire, elles ont été une sorte de brouillard gris où les jours se confondaient tous. Elle vivait seule dans la maison maintenant. Le chat orange était mort en 1938 et elle n'en avait pas repris d'autres. Elle continuait à cuisiner, mais des portions minuscules, juste assez pour survivre. Elle ne sortait que pour acheter le strict nécessaire au marché. Les gens d'Étretat la saluaient, mais elle répondait à peine. En 1944, quand la guerre a finalement pris fin et que la Normandie a commencé à respirer à nouveau, Claire s'est rendue compte qu'elle avait 52 ans et qu'elle n'avait plus rien. Pas de mari, pas d'enfant, pas de famille.
Juste une maison remplie de fantômes et un jardin qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Le potager que Louis entretenait autrefois était envahi par les mauvaises herbes. Les rosiers que sa mère avait plantés étaient morts faute de soins. Un jour d'octobre, Claire a décidé qu'il était temps. Elle devait remettre le jardin en état. L'hiver approchait et elle avait besoin de planter des légumes. La nourriture était encore rare en ce début de paix, et elle ne pouvait plus compter sur personne. Elle est sortie avec une vieille pelle rouillée et a commencé à creuser près du puits, là où la terre semblait la plus meuble. La pelle a heurté quelque chose de dur. Claire a froncé les sourcils. Une pierre probablement. Elle a creusé autour, dégageant la terre. Mais ce n'était pas une pierre, c'était une bouteille. Une bouteille de verre transparent, à moitié enfouie, contenant du sable gris et quelque chose qui ressemblait à un pétale séché. Claire l'a sortie lentement, confuse. Puis elle a continué à creuser. Une deuxième bouteille. Une troisième. Une 10e. Une 20e. Elle creusait maintenant frénétiquement, la terre volant autour d'elle, ses mains tremblantes découvrant bouteille après bouteille, toutes identiques, toutes remplies de sable et de pétales, alignées en un demi-cercle parfait autour du puits. 40, 60, 100. Combien y en avait-il? Quand elle a finalement arrêté, épuisée, le jardin ressemblait à un site archéologique. Des dizaines et des dizaines de bouteilles étaient posées sur l'herbe morte, reflétant la lumière déclinante du jour. Claire s'est assise au milieu de ce champ de verre, le souffle court, ne comprenant pas. Pourquoi Louis avait-il fait ça? Qu'est-ce que ça signifiait? C'était de la folie. Ça devait être de la folie. La nuit est tombée. La lune s'est levée, pleine et brillante. Et soudain, une mémoire a traversé l'esprit embrumé de Claire. La photographie, celle de 1933, celle que Maurice Boulin avait prise dans ce même jardin. Il y avait une bouteille dans cette photo, dans le coin. Elle en était presque sûre. Claire s'est levée d'un bond et a couru vers la maison. Elle est montée au grenier, quelque chose qu'elle avait évité de faire pendant des années. Le grenier où étaient entreposés tous les souvenirs qu'elle n'avait pas la force de regarder. Elle a cherché frénétiquement parmi les vieilles boîtes poussiéreuses, renversant des objets, déchirant des cartons, jusqu'à trouver la photographie de 1933. Louise et elle, debout dans le jardin. Et là, dans le coin inférieur gauche, exactement comme elle se souvenait, la bouteille, visible, prouvant que ce rituel durait depuis au moins 11 ans avant sa mort. Mais ce n'était pas tout. En fouillant dans la même boîte, elle a trouvé une autre photographie, plus ancienne, décolorée par le temps, et quand Claire a vu l'image, son cœur s'est arrêté. Hélène, 3 ans, assise sur les marches de la maison, souriant à l'objectif avec cette joie pure que seuls les enfants possèdent. Et dans ses petites mains, tenant fermement une bouteille transparente remplie de coquillages et de cailloux. La même bouteille. Exactement la même forme. Claire a retourné la photo. Au dos, d'une écriture enfantine maladroite, tracée au crayon de mine, ces mots qu'elle n'avait jamais vus. Pour quand la mère sera triste. Claire est restée figée, la photographie tremblant entre ses doigts, tandis que toutes les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Louis n'était pas fou. Louis n'enterrait pas sa folie. Louis accomplissait ce qu'Hélène lui avait demandé, sans même le savoir. Leur fille, à 3 ans, avait créé un rituel pour les jours tristes. Et Louis, dans son chagrin démesuré, avait transformé ce rituel enfantin en une prière silencieuse qui avait duré 20 ans. Il rendait à la terre ce que la mère lui avait pris. Il remplissait des bouteilles de sable, mois après mois, enterrant sa culpabilité, sa douleur, son incapacité à dire au revoir. Et Claire, enfin, a compris qu'elle n'avait jamais été seule dans son deuil. Louis avait souffert tout autant. Il avait juste souffert différemment, en silence, en solitude, avec ses bouteilles comme seul témoin. Cette nuit-là, Claire n'a pas dormi. Elle est restée dans le grenier jusqu'à l'aube, tenant les 2 photographies dans ses mains. Hélène a 3 ans avec sa bouteille de trésor. Louis et elle à 45 et 43 ans, avec cette même bouteille enterrée à leurs pieds. 2 images séparées par 14 ans,
reliés par un fil invisible de chagrin et d'amour que personne n'avait su voir. Au lever du soleil, Claire est redescendue dans le jardin. Les bouteilles étaient toujours là, dispersées sur l'herbe morte, comme les vestiges d'une civilisation disparue. Elle en a compté 247. 247 mois, 247 pleines lunes, 20 ans et 7 mois de rituels ininterrompus. Louis avait commencé en septembre 1920 et avait continué jusqu'à sa mort en mai 1940. Pas une seule lune manquée, même pendant les hivers les plus rudes, même quand il était malade, même quand Claire dormait à côté de lui et qu'il aurait pu simplement la prendre dans ses bras au lieu de descendre creuser la terre froide. Claire s'est agenouillée dans la terre humide, tenant une des bouteilles contre sa poitrine. Elle a pleuré pour la première fois depuis l'enterrement de Louis. Mais cette fois, elle ne pleurait pas de colère ou de solitude. Elle pleurait de compréhension, de regret, d'amour tardif pour un homme qu'elle avait jugé fou alors qu'il était simplement brisé. Un homme qui n'avait jamais su comment lui dire « je t'aime » après la mort de leur fille, mais qui avait dit « je me souviens » 247 fois dans le silence de la nuit. La lune était encore visible dans le ciel pâle du matin, un croissant fantôme qui refusait de disparaître complètement. Claire s'est levée, tenant toujours la bouteille. Elle l'a ouverte lentement. Le sable à l'intérieur était sec, presque blanc maintenant après 4 ans sous terre. Elle a versé le sable dans sa main. Il était doux, léger, comme de la poussière d'étoiles. Puis elle l'a laissé s'envoler dans le vent d'octobre, regardant les grains danser dans l'air avant de disparaître vers la mer qu'ils avaient quittée 20 ans plus tôt. Elle a mélangé la terre fraîche du jardin avec ses larmes. Puis elle a planté quelque chose qu'elle gardait dans sa poche depuis des années sans savoir pourquoi. Un bulbe de jacinthe blanc, la fleur préférée d'Hélène. La petite adorait les jacinthes parce qu'elles sentaient bon et fleurissaient au printemps, quand tout revenait à la vie. Claire en avait acheté un bulbe au marché 3 ans auparavant, par nostalgie, mais n'avait jamais eu le courage de le planter. Maintenant, elle savait où il devait aller. Elle a creusé un trou là où la première bouteille avait été enterrée, exactement à côté du vieux puits de pierre. Elle a placé le bulbe doucement, comme si elle mettait un enfant au lit. Elle a recouvert de terre, puis elle s'est assise et a parlé à voix haute pour la première fois depuis des années. « Je comprends maintenant, Louis. Tu n'enterrais pas la douleur. Tu plantais l'amour. Tu rendais à la terre ce que la mer t'avait pris. Et moi, idiote que j'étais, je pensais que tu m'avais oublié. Mais tu ne m'avais pas oublié. Tu avais juste oublié comment parler. Le soleil s'est complètement levé. Claire est rentrée dans la maison, épuisée mais étrangement légère. Elle a accroché les 2 photographies côte à côte sur le mur de la salle à manger. Hélène et sa bouteille d'enfant. Louis et Claire et leur bouteille de deuil. Ensemble, enfin. Une conversation silencieuse à travers le temps. Puis elle s'est couchée et a dormi pour la première fois en 24 ans sans faire de cauchemar. Le printemps suivant, en mars 1945, le jacinthe blanc a fleuri. Une seule fleur au début, petite et fragile, mais qui sentait tellement bon que Claire a ouvert toutes les fenêtres pour laisser le parfum envahir la maison. Elle a souri, un vrai sourire, le premier depuis février 1920, et elle a continué à planter. Chaque mois, elle prenait une bouteille, vidait le sable au vent et plantait un nouveau bulbe à la place. Le jardin se transformait lentement. Les jacinthes blancs poussaient en demi-cercle autour du puits, exactement là où Louis avait enterré ses prières. En 1946, Claire a décidé de vendre la maison. Elle ne pouvait plus vivre seule avec tous ses souvenirs. Une jeune famille, les Moreau, a acheté la propriété. Quand ils ont emménagé, ils ont été stupéfaits de découvrir que le jardin était couvert de jacinthes blancs qui fleurissaient uniquement les nuits de pleine lune, comme par magie. Claire leur a raconté l'histoire. Pas toute l'histoire. Juste qu'un homme avait aimé sa fille plus que sa propre vie et avait trouvé une façon étrange mais belle de le montrer. Les Moreau ont gardé le jardin intact. Ils ont planté d'autres fleurs, mais ont laissé les jacinthes tranquilles. Et les voisins d'Étretat, ceux qui se souvenaient du quartier silencieux et de sa femme fantôme, ont commencé à raconter l'histoire différemment. Ce n'était plus l'histoire d'un homme fou qui enterrait des bouteilles.
C'était l'histoire d'un homme qui rendait la mer à la terre, qui transformait le sable en fleurs, qui refusait d'oublier même quand l'oubli aurait été plus facile. La photographie de 1933, celle qui montrait Louis et Claire dans leur jardin avec la bouteille presque invisible dans le coin, est restée dans la famille Moreau. Ils l'ont encadrée et accrochée dans leur salon. Pas dans un musée, pas dans une exposition. Juste là, dans une maison ordinaire, où des gens ordinaires pouvaient la regarder et se rappeler que l'amour prend parfois des formes étranges, que le deuil ne ressemble pas toujours à ce qu'on attend, que deux personnes peuvent s'aimer profondément, même quand elles ne savent plus comment se parler. Claire a vécu encore 12 ans après avoir vendu la maison. Elle est morte en 1958, à 68 ans, paisiblement dans son sommeil dans un petit appartement à Rouen. Elle a été enterrée à côté de Louis et d'Hélène, dans le cimetière d'Étretat. 3 pierres tombales simples, 3 noms, 3 personnes qui s'étaient aimées d'une manière imparfaite mais réelle. Et aujourd'hui encore, si vous allez à Étretat et que vous demandez aux anciens du village, certains se souviendront de l'histoire du quartier qui plantait la mer. Ils vous diront que le jardin existe toujours, que les jacinthes blancs fleurissent encore sous la pleine lune, que parfois, très rarement, on peut voir une vieille bouteille transparente affleurant à la surface de la terre, témoin silencieux d'un amour qui ne savait pas comment s'exprimer, mais qui refusait de mourir. Parce que c'est ça finalement le secret de la photographie. Ce n'est pas l'image elle-même qui compte, c'est ce qu'elle cache, ce qu'elle révèle quand on prend le temps de vraiment regarder. Louis Vernet n'enterrait pas des bouteilles par folie, il enterrait des adieux, des excuses, des « je t'aime » qu'il ne savait pas prononcer. Et Claire, après 24 ans de colère et de silence, a finalement compris que le plus grand geste d'amour n'est pas toujours celui qui fait du bruit. C'est parfois celui qui se cache dans la terre, patient, attendant qu'on le découvre, attendant qu'on lui donne enfin la permission de fleurir. Cette histoire fictionnelle, inspirée de faits historiques et de véritables coutumes rurales de Normandie, nous rappelle que le chagrin n'a pas toujours de mots, et que l'amour trouve parfois son langage dans le silence. Parfois, les gestes les plus simples, une bouteille enterrée, une fleur plantée, disent davantage que 1000 paroles. Ils parlent de mémoire, de pardon, et du temps qu'il faut pour comprendre ce que l'on a vraiment perdu. Et vous, avez-vous déjà découvert un secret enfoui dans votre famille, quelque chose que personne n'avait jamais osé expliquer? Pensez-vous que certaines douleurs doivent être dites, ou simplement transformées? Croyez-vous qu'on puisse aimer profondément quelqu'un sans jamais trouver les mots pour le dire? Si cette histoire vous a touché, écrivez le mot « mémoire » dans les commentaires pour me montrer que vous êtes resté jusqu'à la fin. Dites-moi aussi de quelle ville vous venez. J'aimerais savoir d'où vous regardez ces récits d'autrefois. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de vos parents ou grands-parents. Une histoire que vous aimeriez voir revivre ici, racontée avec respect et émotion. Merci d'avoir regardé cette histoire. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, activez la cloche pour ne rien manquer et cliquez sur la vidéo suivante. Car chaque photographie ancienne cache un fragment d'humanité à redécouvrir.